Bonjour. Bonjour. Donc après-midi raclette, alors on va parler de nos tops et nos flops de l'année 2025 après tout le monde, puisque tout le monde les sort au début décembre. C'est un peu honteux. En toute logique, bien sûr, oui. L'année elle est pas finie. Et donc ce sera avec notre cher Nio, Coucou. avec notre cher Nelson, Oui. et moi-même Elkatou. Oui. Donc on va commencer avec les tops de l'année 2005 avec le Nio. Bah merci ma chère Katou. Bah écoute, moi je suis content parce que comme l'année précédente, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Malheureusement, je regrette d'avoir loupé pas mal de films qui sont sur les podiums de plein de gens, comme Sinners, etc. Après, Sinners, justement, il repasse pour le début d'année, etc. Je sais qu'on pourra le revoir facilement en DVD, Blu-ray, tout ça. Donc voilà. Je verrai, je me ferai mon propre avis. Mais en tout cas, moi, pour cette année, il y a quand même 4-5 films que je fais sortir du lot dans mon top, que j'ai vraiment adoré. Et on commence avec Marche ou crève. Marche ou crève de Francis Lawrence, qui est une adaptation de Stephen King, et que j'ai trouvé hyper fidèle. Et pendant très longtemps, le bouquin n'avait jamais été adapté en film, comparé à un film qui a été adapté qui s'appelle Le Prix du danger de Yves Boisset, qui est très proche d'un autre film d'une œuvre de Stephen King, etc., qui est The Running Man. Mais voilà, et Marche ou crève, c'est une marche jusqu'à la mort. Et là, évidemment, dans l'ère Trump, c'est très intéressant parce que ça fait vraiment écho à l'actualité, tout ça. Et puis surtout, le film est vraiment très, très intéressant pour un acteur qu'il faut qu'on retrouve, qui est David Johnson. Que je me trompe pas trop. Oui, David Johnson, qui joue Peter McVries, qui était l'androïde Andy dans Alien Romulus, qui est déjà le truc qui a explosé le casting. Bah là aussi, l'acteur, j'en dis pas plus. Il est incroyable. Donc, allez voir ce film pour lui, mais aussi allez voir ce film parce que c'est une excellente adaptation de Stephen King. Deuxième film, je vais parler de Touch, nos étreintes passées, de Balthazar Komakur, qui est un réalisateur islandais, qui avait déjà fait d'autres petits films intéressants chez nous, donc notamment une biographie des alpinistes qui ont monté sur l'Everest. Et là, avec Touch, il se base très personnellement sur ses propres souvenirs quand il était étudiant. Et d'ailleurs, le personnage principal est un Islandais qui va être en Angleterre. De la base, il fait des études économiques, mais tombe amoureux d'une japonaise qui est là avec lui dans le restaurant. Et lui, il va du coup, par amour pour elle, apprendre le japonais, etc., cuisiner dans le truc, etc. Et il devait faire des études, il renie totalement ses études, il devient serveur, il devient restaurateur. Il ouvre même son restaurant, tout ça. Et il se rappelle de tout ça dans les années justement 2020 à cause de la crise du Covid. Il prend l'avion alors que tout le monde a un masque, tout ça, il peut pas voyager. Et il se dit, bah écoute, là je suis malade, etc. Je vais faire un pèlerinage. Revoir cette femme que j'ai connue il y a 20, 30 ans, etc. Et voir qu'est-ce qu'elle est devenue. Et j'en dis pas plus. Le film est magnifique, le film tape juste. Le film n'a aucun cynisme. Et par les temps qui courent, ça fait du bien, quoi. C'est une vraie histoire d'amour au sens le plus noble du terme. Et c'est vraiment un très beau film. Troisième film, je vais parler de Else, qui est une petite curiosité de la part de Thibaut Hémin. Cocorico, c'est français. Et Thibaut Hémin, d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'ai connu un peu sur Facebook, tout ça. Donc je voyais qu'il faisait des petits courts-métrages dans son coin. Et il a mis plus de 10 ans à faire ce film qui est très personnel, avec beaucoup d'inspiration. Cronenberg, bien sûr, mais aussi beaucoup de choses qui viennent. Le surréalisme, la peinture de Beksinski, voilà. Et je ne vais pas trop en parler de ce film, pas trop m'attarder. C'est vraiment une expérience à voir, avec des corps en mutation, tout un immeuble en mutation qui vire le biomécanique et la chair. T'as l'impression que le film se construit devant toi au fur et à mesure de tes yeux, et justement, tu t'attends pas du tout à la dernière demi-heure, tout ça, etc., quoi. C'est vraiment une expérience à suivre. Et enfin, justement, parce qu'on parle de lui, le grand maître de la chair, David Cronenberg, avec Les Linceuls, qui est peut-être son film le plus personnel depuis très longtemps, avec notre cher Vincent Cassel, qu'on aime ou qu'on déteste. Personnellement, Tu dis ça pour moi. voilà. Mais personnellement, je suis pas fan de Cassel. J'ai toujours trouvé que le mec avait des gros sabots en tant qu'acteur, qu'il avait pas vraiment de grosses finesses. Et pourtant, j'en ai vu des films avec lui. Et même La Haine, je trouve que dès le début, il était un peu bof, hein. Je ne suis pas d'accord. Et il est pas d'accord. Mais ce sera une autre histoire. On y reviendra plus tard. Et par contre, il est très bien dans un film qui s'appelle L'Élève, Vincent Cassel. Mais bon. Mais du coup, Cassel, en clone de Cronenberg, pour justement adapter un peu des épisodes personnels de la vie de Cronenberg, pour ce qui est peut-être le testament de Cronenberg, peut-être son dernier film, vu que le cinéma Cronenberg, maintenant, il écrit des livres, tout ça, il s'en fout un peu, il s'en bat les couilles. Non, ça passe
très intéressant, très riche, beaucoup plus riche que ce qu'on a voulu croire. Évidemment, le film pourrait être un peu fauché pour beaucoup de gens, et ça se voit un peu à l'image. Mais Cronenberg a le mérite de faire un film avec beaucoup d'humour, qui parle aussi de l'intelligence artificielle. Et quand on voit Existence, Vidéodrome, où Cronenberg a toujours eu 10 ans d'avance, etc., là, quand il parle des dérives de l'intelligence artificielle, bon, elle s'est bien développée, l'IA, donc elle a peu rattrapé Crocro, mais on sent qu'il tape quand même très juste aussi. Donc voilà, il faut dépasser les attentes et voir ce film qui est quand même très intéressant. Et voilà pour mes tops. Donc merci Nio, et on va passer maintenant à notre cher Nelson pour ses tops. Salut tout le monde. Alors, mes tops à moi. Bon, alors le premier, celui vraiment que j'ai vraiment adoré, c'est Brûle le sang. Alors, semble-t-il qu'il soit sorti en 2024, mais moi je l'ai vu genre vraiment fin janvier. Donc pour moi c'est 2025. Brûle le sang, c'est avec Nicolas Duvauchel, Finnegan Oldfield et Denis Lavant. Et ça se passe en fait comment dire, dans le sud de la France, dans la communauté géorgienne, pardon, excusez-moi. Et en fait, c'est vraiment un très bon film, très bon thriller, une tension au maximum. Il y a aussi un gros truc. Sorti janvier 2025. Bon. Voilà, tu vois, le wiki il fait de la merde. Donc, sorti en 2025. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé toute la tension durant le film. Et il y a cette espèce aussi comment dire, pas de rivalité, mais un peu voilà, ce sentiment partagé entre rivalité et amour entre les deux frères. Et le rôle de Nicolas Duvauchel, franchement, tient la route. Mais le rôle de l'acteur qui joue le petit frère est vraiment très très bon. Donc voilà, ça je recommande, vraiment très bon coup de cœur de 2025. Ensuite, moi, vraiment le film qui en 2025 m'a vraiment fait chialer, ça a été On ira. Et alors, attends, j'ai 2 secondes, j'avais la page Wikipédia. Ah voilà. Et c'est On ira. Alors de Enya Barou, alors c'est la fille de Olivier Barou, de Cadet Olivier. Donc c'est sorti donc en 2025 avec Hélène Vincent, Pierre Lotin, David Ayala et Juliette Gasquet. Et en fait c'est vraiment c'est une comédie dramatique, mais franchement moi clairement ça m'a fait chialer. C'est une histoire très simple d'une vieille dame qui est en fait atteinte d'un cancer et qui veut partir en Suisse pour en fait avoir ce qu'on appelle suicide assisté, il me semble, c'est ça le nom du truc, voilà. Et en fait, elle doit le cacher à son fils et par l'intermédiaire de son aide-soignant, il me semble que c'est un truc comme ça, infirmier, aide à domicile. Et ben en fait, elle fait un pacte pour que l'aide à domicile et elle et son fils et sa petite fille prennent un camping-car et partent tout droit vers la Suisse. Et donc ça donne lieu à des tas de choses et c'est vraiment très très touchant. Et il y a un passage avec la communauté Tzigane et c'est vraiment moi ça m'a tiré les larmes. Ça m'a vraiment tiré les larmes et c'est un très bon film, très drôle, avec un bon rythme, donc je recommande très fortement. Troisième vraiment top, et celui-là pour le coup j'ai vraiment bien aimé, ça a été Zion, donc sorti aussi en 2025, donc je crois janvier aussi, et qui pour le coup est un film 100% de la Martinique, il me semble, ou c'est Guadeloupe, je vais dire ça tout de suite, mais en tout cas un très bon film de Nelson Foy. Et voilà, sorti avril 2025 et avec Sloan Descombes, Zébriste, Mike Bureau, Axel Delille. Et vraiment, tout le film, pendant tout le film, il y a une espèce de tension montante. Et vraiment, des très beaux plans de la ville, des très beaux plans du quartier dans lequel il est, etc. C'est une très belle réalisation. Il y a un gros suspense durant tout le long du film. Alors, je vais pas tout sortir du film. Il est tourné en Guadeloupe. Il est sorti en Guadeloupe. Voilà, tourné en Guadeloupe, pardon. Et un coup je vois français, un coup je vois franco-belge. Ouais, donc ouais. Et en fait, d'ailleurs, apparemment, c'est produit en partie par Jamel Debbouze. Et le film donc tourné en Guadeloupe et il y a des très beaux plans. Le film est vraiment bien réalisé, il y a des très beaux plans et je trouve que voilà, l'histoire elle est assez simple. C'est un jeune qui galère et qui en fait un jour reçoit devant chez lui à sa porte
et un sac, et dans le sac il y a un bébé et il veut savoir à qui il est. Et donc il se passe tout un tas de choses pendant le film. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Naturellement, je vous laisse le regarder, mais franchement, ça vaut le coup. C'est un bon film, et pour une fois qu'il y a une sortie nationale sur un film qui se passe en Guadeloupe, parce on va se le dire, ça arrive pas tout le temps. Ouais. Et franchement, voilà, regardez-le. Moi, c'est dans mon top de cette année. Il est dans mon top de cette année. Il y a aussi F1, que j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Après, je trouve que, comment il s'appelle, Brad Pitt, cabotine un peu trop. Mais sinon, dans l'ensemble, le film, bon, malgré que c'est quand même un sacré produit promotionnel pour la FIA et la F1 en général, je trouve que quand même le film est bien réalisé, qu'il y a un bon suspense, malgré que, on va pas se mentir, on voyait déjà la fin gros comme un camion. Mais tout de même, une belle surprise, parce qu'au départ, voyant ce truc-là, je me suis dit, oh, c'est quoi encore ce film ? Est-ce que ça vaut le coup ? Un peu comme, je crois que c'est Gran Turismo. Et l'autre film avec la youtubeuse là. C'était vraiment pas top, Gran Turismo. Ouais, mais déjà Gran Turismo c'était pas top. Et il y avait un autre film avec une gamine là, la youtubeuse. Ça, j'ai vu ça, j'ai fait c'est mort. J'ai fait 15 minutes. Il paraît qu'il a pas du tout marché d'ailleurs, parce qu'ils se sont plantés en fait, parce qu'ils connaissent pas leur public. Bah oui, c'est carrément ça en fait. Et du coup, voilà, moi je m'attendais à ça. Et un soir, je me suis dit, bon, on va pas mourir con. Et franchement, j'ai pas été déçu, c'est un bon divertissement. Donc F1 dans le top. Voilà. Bah, merci Nelson. Alors, moi je sais qu'avec mon top 3, je vais pas mettre tout le monde d'accord parce que je trouve pour moi que c'est des bons films, mais il y a toujours quelques mecs qui veulent se la jouer rebelle. Non, mais surtout qu'en plus, il y a certains, je vois à peu près pourquoi ils ont pas aimé. Mais, et donc, mon premier, c'est Sinners. Parce que alors, je vais d'abord voir un peu de quoi ça parle. En fait, c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont joués par Michael B. Jordan. Alors, il est pas super... Pour le coup, il y a pas tellement de grosses nuances entre les deux personnages qui jouent. Hein. C'est deux fois la même personne. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais enfin, je trouve. Mais et donc en fait, Smokes and Tax, je crois. Donc c'est dans les années 30, durant la Prohibition, et en fait c'est deux jumeaux qui reviennent dans leur bled natal avec des grands projets. En fait, ils veulent ouvrir une boîte, et comme on est dans la Prohibition, donc forcément écouler de l'alcool. Et le souci, alors ces deux jumeaux ont un espèce de passif à la grande ville, notamment on dit qu'ils auraient bossé avec Al Capone, enfin voilà. Et donc du coup, le problème c'est qu'ils sont en train de monter leur projet, et on est à la fois durant la Prohibition, donc un contexte particulier, et en plus ils doivent faire face aussi à des choses du contexte de l'époque, c'est-à-dire le racisme. Et plus il y a ce contexte-là, plus le fait qui va s'y mêler du surnaturel. C'est-à-dire qu'en fait, et en plus, je trouve, c'est ça qui est dingue, c'est que je trouve que ce contexte d'époque est très bien fait. Et finalement, au départ, j'étais un petit peu frustrée dans le film. Je me dis, alors, le surnaturel. Et en fait, il s'en sert très bien, doucement. Et il y a une espèce de montée comme ça qui va crescendo dans le film et qui s'en sert très bien. Je trouve que le côté de coincer tout le monde dans un seul endroit, en fait, ça tend vraiment le truc. Et il y a un personnage à part entière dans ce film, c'est la musique. Et la musique est phénoménale. Il y a notamment une scène avec la chanson où en fait à un moment se mêlent les fantômes de personnages passés, etc. et tout. Ça prend vraiment ça prend vraiment une ampleur qui est très agréable, et je trouve que pour un film de genre en fait je trouve ça très frais par rapport à d'autres trucs qu'on a pu nous servir ces dernières années qui sont juste de la soupe. Donc voilà. Et au niveau du casting, moi j'ai beaucoup aimé le casting aussi. Il y a Michael B. Jordan, c'est pas le truc le plus excitant du casting. Hailey Steinfeld non plus, même si c'est eux deux en fait que c'est joué toute la promo, forcément c'était les deux plus connus. Mais je trouve qu'il y a Delroy Lindo qu'on voit souvent à la télé et qu'on a vu dernièrement dans un Spike Lee. Alors attendez que je vérifie lequel c'était. Un Spike Lee, je crois qu'il était passé sur Netflix d'ailleurs. Voilà, Da Five Bloods. Il était dans le Da Five Bloods. Et Jack O'Connell, qui est d'ailleurs qui fait
un méchant dans ce film-là, qui le fait très bien, et qui fait aussi, qui est dans le 28 ans plus tard, le dernier, là, le Temple des Morts, je crois, et en fait, il fait ça vachement bien aussi, c'est-à-dire que vraiment, c'est un gars qui est vraiment bien, et de toute façon, quand on regarde sa film au passé, il a toujours été assez nickel dans tout ce qu'il faisait. Et il y a une actrice, en fait, dont on parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il incarne... en fait, elle est l'image de la maternité dans ce film, et c'est... alors, j'essaie de dire son nom correctement, Wunmi Mosaku. Et en fait, elle est... alors, son visage, quand on a regardé un peu la série Loki, on connaît sa tête, ou certains trucs britanniques aussi. Et elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien. Alors, forcément, comme elle joue, elle est avec... en fait, chaque frère joué par Michael B. Jordan est avec une des jeunes femmes. Un avec le personnage d'Hailey Stanfield et un avec le personnage de Wunmi Mosaku. Et en fait, il y a toute cette promo qui a été faite sur le glamour entre Michael B. Jordan et Hailey Stanfield. Et du coup, on oublie en fait que justement, l'autre couple qui joue avec Wunmi Mosaku, il est à la fois il est assez torride en réalité. Et on sent, il y a vraiment une alchimie qui se fait vraiment entre les deux personnages avec une conclusion très émouvante. Voilà. Donc, c'est parce qu'elle est un petit peu moins connue, sûrement. Donc, alors, moi, j'avais quoi d'autre aussi dans mon top ? Mickey 17, je vais faire court. Parce que là, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Mais alors, c'est marrant, c'est là que je crois qu'il y a un shift entre les critiques et le public sur ce coup-là, parce qu'il a vraiment pas marché. Et pourtant, il est cool. Moi, je le trouve très cool, en fait, et je le trouve relativement inventif, quand même. Après, il a un côté clownesque sur certains moments, où je pense qu'il peut pas forcément plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai bien aimé aussi, donc... voilà, c'est le dernier film de Bong Joon-ho, en fait. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui prend un emploi de remplaçable. Attends, je vérifie. C'est remplaçable, je crois qu'il s'appelle. Ouais, remplaçable. Parce qu'en fait, le concept, c'est on leur fait faire des trucs improbables. Quitte à ce qu'il meure, mais c'est pas grave parce qu'ils ont déjà quand il meurt, on génère son remplaçant de lui-même. Donc et en fait jusqu'au moment où en fait le dernier remplaçant n'est pas vraiment mort et du coup il se retrouve avec le mec sa copie de lui-même qui se retrouve derrière. Bref, et ça a tout un enchaînement. Après il y a aussi tout un discours sur je sais pas si c'est vraiment le colonialisme parce qu'avec les créatures c'est surtout sur la lutte des classes. Oui, sur la lutte des classes, mais aussi un peu de le colonialisme parce que quand ils vont sur un petit peu parce qu'il y a l'histoire avec justement la planète à coloniser, les créatures, etc. Ouais, donc le fait que il y a les personnages de Mark Ruffalo et de l'autre actrice, etc. Et quand on parle de clonasme, effectivement, le personnage de Mark Ruffalo, j'ai vu des gens qui étaient assez réfractaires à son interprétation. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt inventif et frais. Et mon dernier top, c'est Eddington. Parce que je suis assez cliente de toute façon des films d'Ari Aster, en fait, sauf il y a que le premier. Je crois que c'était Hérédité, Hérédité, je suis moins... Ah Revois-le. Non, c'est celui que j'aime le moins. J'ai pas dit que je détestais. Non, mais j'ai pas dit qu'il était pas bien. J'ai dit que c'est celui que j'aimais moins, c'est tout. Donc voilà. Après, Midsommar, j'avais beaucoup aimé. Alors curieusement, t'as beaucoup de gens qui sont un peu réfractaires par rapport à un certain discours. Et Boys of Fred, c'est typiquement ma cam, mais voilà. Après, Eddington, il est plus... Pareil, il y va de plus en plus. C'est-à-dire, on a l'impression que va y avoir un stop, mais après, en fait, il continue. C'est-à-dire, il va toujours plus loin, il s'arrête jamais. La bonne idée, c'est quand même que Pedro Pascal a un petit rôle, il est pas on le voit pas tant que ça à l'écran, que Emma Stone aussi, alors que on les voit partout. Austin Butler, c'est assez limité aussi. En fait, il a pris des gens qu'on voit partout dans son casting, mais on les voit pas tant que ça, et du coup, ça se concentre sur Joaquin Phoenix, et c'est très bien comme ça. Voilà.
C'est tout ce que j'ai dans mon top, donc on va passer au flop. Et de retour pour parler de mes chers flops adorés. Adorés, le mot est faible. Il y a quand même des films qui m'ont quand même pas mal énervé. Mais j'ai retenu 3 flops qui m'ont peut-être été plus énervé que d'autres. Et c'est souvent des films qui ont du potentiel. Et tu vois le truc, au final tu te dis, putain, mais tout ça pour ça, quoi. D'ailleurs, le premier, c'est tout à fait ça, c'est La légende d'Oshi de Isaiah Saxon. Isaiah Saxon, son film, faut le savoir, pour l'esthétique et la mise en scène, il a récupéré des appareils photographiques des années 30 et 40 pour lesquels il a mis des pellicules ultra modernes dessus. Et tu vois le rendu du film, c'est incroyable. C'est d'une beauté hallucinante, même les couleurs, etc., la photographie. Tu vois l'histoire, c'est très basique. Tu vois les... Basile. Et tu vois les acteurs, et en fait, tu te dis, mais le mec, il fait un peu son petit E.T. ou son Willow dans son coin, ou même un truc avec des Ewoks, et t'as déjà vu le même film 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu te dis, mais non, mec, t'as du potentiel, t'as un truc, pourquoi t'as pas réfléchi à ton histoire? C'est incroyable. Le mec, il est talentueux, et puis il nous fait un film très moyen. Donc voilà, c'est peut-être... il a encore la note encore plus basse que les 2 autres qui vont suivre, parce que ça m'a énervé. Et justement, je vais en profiter pour tomber sur un autre film qui a du potentiel, et qui pour moi est un demi-ratage, Amélie et la métaphysique des tubes. Sur le film de Lian So-Hyun Kyun, on va arriver à le dire, et Maëlys Valade. Et en fait, sur le papier, il y avait tout pour me plaire, parce que pour une époque, j'étais fan d'Amélie Nothomb. Là, le film adapte justement un des bouquins d'Amélie Nothomb, que j'ai été relu pour l'occasion, comme beaucoup d'autres. Et en fait, déjà dès le début, le visuel, les 5-10 premières minutes, je me suis dit, merde, ça va pas le faire. Visuellement, je n'ai pas accroché. Tout le monde s'est assis sur le visuel qui n'a aucun contour. Et pour faire des visuels qui n'ont aucun contour, qui ne se tiennent qu'avec la couleur, et je suis désolé, ça c'est mon côté formaliste qui est fan d'animation, de bande dessinée, de manga, etc., de graphisme et de peinture. Tu prends un jeu comme Jet Set Radio, par exemple, sur la défunte Dreamcast, il n'y a pas de contour, c'est du cel shading, mais les mecs ont pensé le truc en mouvement, tout ça, avec l'intégration dans les décors. Là, on voit Amélie et les des tubes, on voit le graphisme, le truc, et pas un moment, je me suis dit que ça tenait le coup. Pas un moment, je me suis dit que le dessin était contextualisé avec son décor, avec ses personnages, tout ça. Et en plus, ça c'est le fan qui parle, mais quand j'ai relu le bouquin, il y a des passages qui sont passés complètement à la trappe. Et le film... Il est pas long, il dure 1h17. Il y avait largement moyen de signer ces quelques séquences en plus. Ça a rajouté quoi, 5 minutes, 6 minutes? Il y a une séquence très drôle avec le père d'Amélie qui tombe dans les égouts au Japon. Et elle papa, t'es où, etc. Ah, c'est rien, ma chérie, t'inquiète pas. Tu peux chercher des secours, je peux pas remonter, papa. Et en fait, elle rentre à la maison, elle a totalement oublié parce que c'est qu'une gamine, etc. Et le père reste dans les égouts toute la journée. Et la séquence dans le livre est très drôle. Et ça passe carrément à la trappe. Parce qu'en fait, tu dis, c'est des choix techniques, ils n'ont pas voulu axer sur les autres personnages. C'est Amélie qui est le personnage principal. Mais c'est dommage, dans le roman, les autres personnages ont quand même des voix, etc., que ce soit la sœur, que ce soit le frère. C'est un livre à la base? À la base, c'est un livre d'Amélie Nothomb. C'est vraiment... Amélie Nothomb, son œuvre, tu peux la diviser en 2 catégories. Et la deuxième catégorie, c'est quand elle parle ouvertement d'elle, de son parcours au Japon, de sa vie, voilà. Peur et tremblement, tout ça. Tout à fait, c'était Peur et tremblement. Très bonne adaptation en film aussi, par contre. Et voilà. Donc, je vais pas m'étendre, c'est un film qui avait du potentiel et qui finalement, je trouve, qu'un demi-gâchis. Et du coup, je vais me permettre de rebondir avec le 3e film, qui est aussi un film qui aurait pu faire tellement bien. Avec son réalisateur Gareth Edwards, je veux parler de Jurassic World Renaissance. Sur le papier, ça avait tout pour me plaire. On a Gareth Edwards, qui est quand même le mec qui a fait Godzilla, qui a fait Monsters, qui a fait... Voilà, il y a son public, mais... Et il a son public, j'en fais partie. Et qui a fait Rogue One, etc. Et c'est un mec... T'oublies le plus important. J'ai oublié le plus important, dis-moi tout qu'à tout. Il y a des dinos. Il y a des dinos, oui, mais attends, tu brûles les étapes, on va y venir. Et voilà, c'est qu'un mec qui s'est filmé le gigantisme avec les prises de vue entre justement une grosse créature et une petite. Et là, justement, il y a des dinos, on est content, mais quand tu regardes le film, tu fais... Plusieurs mois dans le film, tu vois les rapports d'échelle qui sont pas bons. Tu vois le T-Rex qui est à 10 mètres derrière, tu vois sa tête, et après, un instant après, tu vois la tête qui est toute petite, dans notre truc, tu te dis, mais putain, mais les responsables des effets spéciaux, ils ont baqué le truc. Et c'est comme ça pendant tout le film, des problèmes d'échelle de taille, ils ont jamais fait truc. C'est comme quelqu'un qui écrit un texte sur un film, je sais pas moi, Nelson, sur un film qu'il a adoré, et qui se relie pas à la fin. Et du coup, tu vois le truc, tu fais, mais non, il y a plein d'erreurs, Nelson, au secours. Tu veux dire la dernière saison de Stranger Things?
Je ne l'ai pas vu. Bien essayé, mais je ne l'ai pas vu. Ce sera peut-être pour un prochain numéro si on parle de série. Mais donc voilà, c'est ces problèmes-là et c'est con qu'il y ait Gareth Edwards. Et au scénario, en plus, c'est encore plus con. T'as David Koepp, qui est le scénariste des premiers Jurassic Park avec Spielberg, qui a fait Hypnose quand il est passé à la réalisation. Et voilà, c'est un peu l'équivalent du scénariste pour Danny Boyle sur les 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Et en plus, ils sont repartis sur le bouquin de Michael Crichton pour réintégrer des scènes, comme une scène en radeau, qui est justement la meilleure scène du film, avec le radeau, le T-Rex qui poursuit un radeau sur l'eau, qui était dans le roman de Crichton, que Spielberg n'avait pas pu mettre dans le premier Jurassic Park. Et voilà, et les acteurs, bon, bah, Scarlett Johansson et Mahershala Ali, bah, ils font le taf. Jonathan Bailey est pas mal non plus. Et il y a même des acteurs français, donc ça fait plaisir. Mais en fait, le film est tellement téléguidé que, ah, on sait qui c'est qui va mourir. Ah bah c'est lui qui meurt, ah bah j'ai prévu. Ah, je sais qui c'est le prochain qui va mourir. Ah bah c'est lui qui meurt, ah bah j'ai prévu. Et du coup, le spectateur a toujours 10 ans d'avance sur le film, et c'est insupportable, quoi. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est que ça fait déjà le 7e film Jurassic, si on prend la première trilogie avec Spielberg qui a fait les 2 premiers, et Jurassic Park 3, les Jurassic World à côté, ça fait déjà le 7e film, et putain, ça fait déjà depuis le 3e Jurassic Park que... Je sais, ouais, j'oublie aussi, tiens, j'oublie sur Netflix la série La Colo du Crétacé ou d'autres trucs, c'est la mini-série qu'ils ont faite. Et tu te dis, mais à un moment, faut arrêter de tourner en boucle. Et le pire, c'est que dès le carton d'ouverture, tu vois qu'ils ont conscience, parce que c'est un carton d'ouverture dès le début du film qui te dit, oui, le public, c'est là, c'est des dinosaures, etc. Du coup, ils ont été isolés sur une île, on les voit plus. Ouais, on sent que vous faites votre autocritique, les mecs, mais après, il faut quand même relever la tête et travailler votre film, quoi. Donc voilà, c'est un gâchis aussi. Donc mes 3 films et mes 3 flops, c'est des gâchis pour moi qui auraient pu être tellement mieux. Et ben non, tant pis, je passe la main à Nelson. Alors, parmi les flops que j'ai, évidemment, Mission Impossible, Final Reckoning. Bon, quoi dire sinon que c'est trop long, c'est pas vraiment bien interprété. Comment dire, le trip de Tom Cruise nous sauvera tous, ça marche plus en fait. Ça marche plus et franchement, il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, je crois que ça s'arrête apparemment, de ce que j'ai compris. Ils veulent en faire prolonger des nouvelles séries et faire avec un autre personnage pour le film aussi, il semblerait ça. Mais franchement, il était temps parce que voilà, c'est plus possible. Il n'y a même pas de blague de la part de Simon Pegg. C'était ça son blaze, il me semble. Comment il s'appelait l'anglais? Simon Pegg, ouais. Il n'y a même pas de blague de lui, tu vois. Il y a pas, le truc se veut trop sérieux. Les belles cascades prennent une plombe avant de se construire. Voilà, franchement... Après, je pense que c'est pas juste inhérent à Mission Impossible, mais Simon Pegg, ça fait longtemps que je l'ai pas vu faire de trucs vraiment, vraiment ouf, quoi. Donc, depuis quelques années, ouais, c'est vrai. Mais là c'était... Là, franchement, j'ai pas accroché. Je me suis fait chier pendant tout le film. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à retenir dessus. Après, tu me diras, hein, le précédent qu'on avait vu avant, qui était la partie 1, et d'ailleurs, ils l'ont pas appelé partie 2 parce qu'apparemment, ça n'a pas très bien marché déjà la première partie. Et ben, franchement, même déjà là, c'était un peu plus accrocheur, un peu plus drôle. Il y avait des bonnes phases, la course-poursuite avec la Fiat 500. Mais là, dans celui-là, non. Il n'y a rien qui va et franchement, même le méchant, c'est Osef total. Donc franchement, voilà, oubliable totalement. Thunderbolt, c'est Osef, mais alors complètement. Mais alors vraiment, j'ai regardé le truc en me disant, mais ouais, tu mets ça ou tu me remets les Avengers, c'est pareil, c'est le même goût. T'as l'impression d'avoir acheté le produit Made in China parce que tu pouvais pas acheter le produit d'origine, tu vois. Donc franchement, non, quoi. C'est Osef total. Attends, comme c'est... Ah oui, je me suis fait une petite... je me suis un petit peu infligé un truc, mais bon, c'est parce que j'attendais c'était entre 2 séances. Et Mon Nous Vivant, avec Gérard Darmon et Valérie Lemercier. Alors là, c'est vraiment parce que j'étais en galère, mais vraiment, c'est retour dans les années 90, quoi. C'est-à-dire, il y a Patrick Timsit, quoi. Merde. Le mec, il y a Patrick Timsit. Tu me dis ça il y a un mois, quoi? Mais ça, il y a 2 ans, je te dis non, c'est une foutage de gueule. Mais on a toute une catégorie d'acteurs qui sont jamais sortis des années 90 2000. Mais ouais, mais lui,
ça m'a rappelé vraiment le mercenaire, là, le Van Damme là, qu'ils ont sorti en douce sur Netflix où il y a Jimo dedans. Et là, vraiment, ça m'a rappelé ça, quoi. Je me dis, ouais, what, quoi. Les années 90 sont de retour. Darmon dans son rôle, parce que de toute façon, voilà, on a bien vu que c'était un con. Mais il est pas à la retraite. Bah, franchement, j'aurais bien aimé. Mais il est typiquement dans son rôle. Là, c'est pas un rôle de composition, c'est vraiment lui, quoi. Donc voilà, malheureusement, ça aurait pu être drôle. La bande-annonce nous vendait un peu quelque chose de drôle. Mais c'est vraiment le truc de quand t'es en train d'attendre ta séance, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, je vais pas me faire des copains, mais Mickey 17. Ouais, je vais pas me faire des copains, mais alors Mickey 17. Moi, je m'attendais à un truc qui. La bande-annonce nous vendait du rêve, franchement. Moi, je m'attendais à un truc qui soit vraiment. Enfin, drôle et à la fois cruel, comme c'est le faire Bong Joon-ho. Mais là, j'ai pas retrouvé ça, quoi. J'ai pas retrouvé ça du tout. Et si ce n'est le personnage de Mark Ruffalo qui me faisait un peu penser. Il avait des accents un peu trumpistes dessus. Oh, c'est voulu, hein. Ouais, c'est voulu, bien sûr, c'est voulu. Et c'est bien, c'est vraiment bien joué pour le coup. Mais sinon, tout le reste du film, c'est osef total, quoi. J'ai pas accroché, j'ai pas le monde dans lequel il est, le propos sur le colonialisme, bon, dont on parlait il y a 2 secondes avec Katou, le propos sur le colonialisme, la manière dont les choses se déroulent, le scénar, enfin voilà, le scénar il promettait quelque chose d'intéressant et en fait au final c'est osef total et c'est très très dommage parce que je tiens à le dire, c'est très dommage parce que moi je m'attendais à ce que le film il ait au moins un impact. Je m'attendais pas à un truc à Parasite, hein, mais je voyais plus un truc façon Okja et j'ai préféré largement Okja à Mickey 17, quoi. Et c'est vraiment très dommage, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que Okja, j'ai pas vraiment kiffé, en fait. Ouais. Et ça doit être vraiment, ça doit être deux faces, à mon avis, du travail de Bong Joon-ho, en fait, où finalement, on adhère ou on n'adhère pas, quoi. Ouais, carrément. Sinon, The Brutalist. Brutalist, c'est décevant parce que Brutalist, c'est très intéressant sur le début et à la fin, ça retombe comme un soufflet. Et vraiment, d'habitude, Adrien Brody, là, l'exomile sur pattes, avec sa tronche de fer à repasser, d'habitude, ça me fait ni chaud ni froid. Mais là, c'était très intéressant dans la première partie du film. Après, l'entracte passe et là, le film, c'est autre chose, quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que c'était prometteur et à la fin, ça retombe à plat. C'est vraiment pas intéressant. Et c'est très dommage, vraiment très dommage. Et sinon, pour finir, et ça, je dédicace ma nièce, je lui fais un gros bisou, voilà, de gros bisous, ma puce. J'avais été voir avec elle Lilo et Stitch. Et ben, je me suis plus marré avec le dessin animé qu'avec le film, et c'est très dommage. Parce que le film, il y avait une capacité de pouvoir faire des gags encore plus drôles, et finalement, c'est très moyen, le rythme est très inégal et franchement, je préfère largement le dessin animé au film live. Et je crois que c'est un constat sur tous les lives Disney en vrai. Hein. Ben, je pense aussi, ouais, parce qu'Aladin, ça avait fait la même chose. Hein. Parce que les lives, de manière générale, on sait pertinemment qu'ils sont faits pour faire prolonger les licences Disney. Ouais. Mais en vrai, elles vaudront jamais les dessins animés, quoi. Ouais, et c'est vraiment con parce que là, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose à faire, parce que, pareil, la bande-annonce, hein, on se fait toujours avoir par la bande-annonce, tu me diras. Mais là, je m'attendais quand même à avoir quelque chose qui vaut le coup, parce que la bande-annonce me faisait beaucoup rire. Et malheureusement, le film, il retombe à plat, quoi. Et voilà, après, ma nièce a aimé, mais elle a 10 ans, donc bon. Voilà, gros bisous, ma puce, je t'aime. À mon tour d'évoquer mes flops. Alors, je suis vachement plus déçue que ce cher Nio, parce que toi, tes flops, ça reste quand même des trucs assez moyens quand même au niveau des notes, alors que moi, c'est des trucs... gentil, le voilà, c'est ça. Moi, c'est des trucs qui culminent à 2-3. Hein, je me dis, il y a des gens qui ont travaillé sur le film, qui se sont cassés le cul, etc. Et les films que j'ai choisis, en plus, c'est des films, comme tu vois, esthétiquement, il y a quand même du travail, tout ça. Donc c'est pour ça que tu te dis, putain, mais merde, ça aurait pu être tellement mieux. Bah oui. Donc, alors, je vais commencer par un qui a fait l'unanimité en termes de flop. C'est War of the World.
Je l'ai même pas osé le voir. Ah, c'est beau. Ah si, moi par curiosité, j'y suis allée quand même. C'est insupportable. Bon, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait tout le monde a déjà dit ce qu'il fallait dire dessus. Mais c'est vrai que de mater la Tada Cube en permanence pendant tout le film sur un écran qui fait clic 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 partout en permanence pendant tout le film, clic 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 clic. Et bon, avec des personnages comme celui d'Eva Longoria qui pop de temps en temps et qui sert à rien, mais vraiment à rien quoi. Et ou le truc de sa fille, c'est censé être un truc, être un perso pour une donnée émotionnelle et tout, c'est débile. Et en fait, tu vois que il clique sur des trucs et des situations complètement débiles. Enfin bon, voilà. Bref, je peux pas m'étaler dessus. Et je pense que Ice Cube, il porte la poisse vraiment. Parce qu'en fait, mon deuxième flop, c'est Anaconda. Et qu'en fait, alors je vais spoiler un truc. C'est que certes, c'est pas un remake de l'original, 87. De l'original. Ouais, c'est pas un remake, justement, c'est l'histoire de gars qui veulent faire un remake à partir du bouquin. D'un bouquin, parce qu'apparemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils disent ouais, vous savez, on a les droits du bouquin de la veuve, machin. Enfin bon, c'est le personnage de Paul Rudd qui fait ça. Et en fait, du coup, le fait que ce soit pas un remake, ça permet d'avoir un caméo de Ice Cube. Donc du coup, c'est pour ça que je dis il porte la poisse en fait. Et en fait, parce qu'à un moment ils croisent, je vais faire un gros spoil, parce qu'à un moment ils croisent une équipe ils sont là, leur bateau sur le fleuve, et d'un coup ils ont un énorme bateau en cropogo qui passe juste à côté, qui est une équipe de Sony qui veut faire un remake du film en fait. Ouais, mais c'est... Et en fait le problème c'est que ce film, tu dis il y a Jack Black, il y a Paul Rudd, mais il y a des blagues de merde en fait. C'est vraiment le film de la flemme en fait. C'est comme Minecraft en fait, c'est le genre de film où tu vois le truc, tu dis... J'ai fait l'impasse dessus. Il y a lui, ouais mais tu vois... Il y a Jack Black aussi. C'est-à-dire voilà, oui. Tu dis il y a Jack Black, attention red flag. Bah non, mais justement, Jack Black à une époque, c'était garanti qu'il allait passer un bon moment. Comme tu dis, mais à maintenant, l'époque. Maintenant, justement, c'est ça le problème, c'est que est-ce qu'il n'est pas arrivé un peu au bout de son propre personnage à lui, quoi. Donc, alors après, une petite pensée pour Sandy Newton, qui doit être là parce qu'elle est copine avec les gars, j'en sais rien, mais... parce qu'elle a besoin de faire de trucs plus drôles de temps en temps, mais vraiment, c'est vraiment le film de la ferme, c'est décevant, on sait pas trop où ça va, et puis fatalement, forcément, à la fin, il faut bien un truc, voilà, plus ou moins happy end, enfin, c'est triste. C'est triste. Et c'est triste, moi j'étais dégoûtée quoi. Un truc vraiment un peu le même topo que pour The Anaconda, The Pickup. C'est quoi The Pickup, vous me direz? Bah oui, c'est quoi? Il est sorti sur Prime. Et The Pickup, en fait, c'est un peu... Tu sais, maintenant, sur les plateformes, il y a des films qui, à l'époque, seraient sortis en Cinoche ou en direct ou DVD. Et maintenant, ils sortent sur Prime ou Netflix. Et c'est une comédie où... voilà, c'est un truc qui permet de dire aux acteurs, c'est de cachetonner sans avoir l'air de cachetonner. C'est-à-dire que c'est censé avoir le standing d'un vrai film, mais en même temps, t'en es pas rendu à faire un nanar total, quoi. Ah ouais. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est un film avec Eddie Murphy. Alors, il y a Eddie Murphy, il y a Pete Davidson et Keke Palmer. Et... alors, quelqu'un d'autre qui porte la poisse, parce qu'il y avait Eva Longoria. Ça fait 2 fois, là. Ça fait beaucoup, là, non? Ils s'échangent les places, là, c'est pas possible. C'est ça. Donc, mais pareil, en fait, Eva Longoria, elle sert pas à grand-chose non plus. Alors, c'est drôle, parce qu'à un moment, très rapidement, on a Andrew Dice Clay. Oui. Donc, voilà, j'étais là, je suis ok, c'est vraiment parce qu'à mon avis, ça doit être un pote d'Eddie Murphy de la bonne époque et tout. Très vite, il est passé. Voilà, c'est ça. Et en fait, pareil, il y a des personnages avec une histoire hyper attendue. Ça casse pas trop pattes à un canard. C'est l'histoire d'un mec qui rencontre une meuf. Il se la tape, il sait pas tout sur elle. Il finit par apprendre ce qu'elle veut vraiment, en fait. Et rebondissement, machin. Et puis finalement, avec Eddie Murphy, ça va faire un petit peu body movie aussi. Donc voilà, c'est un peu... c'est des formules qui changent pas. Et le pire, c'est qu'il y a aucun gars. Vraiment, il y a pas... En fait, on est à un stade où on a des comédies, on nous vend des comédies avec des formules comédies, mais qui ne sont
absolument pas drôle, en fait. Ouais. C'est du carton, c'est du papier mâché, en fait, ces trucs-là. Ouais. C'est de l'espérance. On nous C'est vend du vent. c'est fou, quoi. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a réellement un public pour ça? Ou vraiment, est-ce qu'effectivement, on nous fait marcher juste sur l'espérance de voir un truc sympa, quoi. Donc, il y a un moment, ça suffit, il va falloir nous délivrer des vraies œuvres quand même, parce que c'est fatigant, quoi. Du coup, maintenant, on va évoquer si on a des petits coups de cœur, au final, parce que, c'est bien de faire des tops et des flops, mais des fois, il y a des petites choses qui sont... des sentiments qui sont un peu plus ambigus que juste c'est trop bien ou c'est trop nul. Eh ben moi de mon côté, j'ai beaucoup aimé petite surprise perso, Good Boy. Et le film a été à l'affiche juste une journée ou deux au cinéma avant de basculer complètement sur la VOD et sur Shadows. Malheureusement, ouais. Et donc Good Boy de Ben Leonberg. Le réalisateur a été très intelligent, il a fait jouer son propre chien. Donc le chien Indy. Et on voit que le chien il est hyper intelligent, il suit toutes les indications, tout ça, etc. Et le réalisateur a la très très bonne idée de ne jamais chercher à en faire trop. Il filme au niveau du chien. Donc les visages des personnes humaines sont soit floutés, soit hors champ, etc. Et c'est toujours au niveau du chien. Et parfois la caméra s'éloigne un peu, mais de manière à avoir tout l'angle du chien, tout l'angle de vision, etc. Il y a un vrai travail de mise en scène, tout ça qui est fait pour nous immerger dans le brave toutou. Et le brave toutou, justement, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas le chien qui pense, qui réfléchit avec une voix, qui lui dit ses émotions, tout ça. Non, c'est un vrai chien, il n'y a pas de CGI ni rien, c'est un travail de doublage, de direction d'acteur, ou plutôt de direction de ouf, qui est au top. La photographie est très belle, c'est du fait maison, quoi. Le mec, il a galéré pour faire son film. Je crois que c'était sa sœur qui produit, ou je sais pas trop quoi. Donc c'est vraiment un petit travail, une petite série B qui est faite en famille, presque, on va dire. Mais c'est vraiment du beau boulot. Et ça fait plaisir de voir que ce genre de film... Voilà, ces genres de films arrivent encore à exister de nos jours, quand tu vois des trucs qui a plus de 14 millions ou d'autres trucs, et qui se révèlent... je vais pas retaper sur Jurassic World Renaissance, parce que on a déjà suffisamment se taper sur l'ambulance, mais voilà, quoi. Alors, à noter que le chien a reçu un prix d'interprétation au 9e Astra Film Awards. Eh ben, c'est mérité. C'est quoi Astra Film Award? J'en sais rien. C'est mérité. Ce chien est un très bon acteur. Et quand on aime les animaux, on ne peut que frissonner pour lui du début à la fin. Et j'en dis pas plus. Parce qu'en plus, le propos du film qui mélange horreur et drame, on a le point de vue du chien. Mais c'est les entités que le chien voit, ça peut être aussi une métaphore de la grave maladie qui touche son maître. Donc j'en dis pas plus. Il y a toute cette espèce d'ambiguïté à deux niveaux. Et le film est très fin pour ça, justement. Non, c'est vraiment une bonne surprise. Et en plus, c'est court, parce que le film fait que 1h10, donc c'est vraiment... On s'emmerde pas, ça passe comme une lettre à la poste, c'est très bien, c'est bien monté, c'est bien fait, donc voilà. Je vous le recommande chaudement. Alors, mention spé, alors pour moi, c'est L'amour, c'est surcoté, film français de Mourad Winter, le premier film de Mourad Winter, donc qui est... qui est un écrivain et qui a ensuite réalisé un film qui est adapté d'un de ses bouquins, qui est donc L'amour c'est surcoté avec Hakim Gemili. Alors j'ai pas d'accroche vraiment avec Hakim Gemili, parce que j'ai quand même vu pas mal de films avec lui ces derniers temps, et Guide du routard, c'est un supplice. Donc voilà, du coup j'avais un peu de mal, mais voilà. Et puis la bande-annonce me vendait pas du rêve. Alors comme je disais, moi j'ai des films que je regarde entre deux séances en attendant un autre film. Donc là c'était le cas pour celui-là, et finalement j'ai eu une bonne surprise. Alors donc il y a Hakim Gemili, il y a Laure Felpin, donc dit la boulangère. Oui, parce qu'elle fait le pain. Laura fait le pain. Mon Dieu. Benjamin Tranier, François Damiens. Et en fait, il y a, c'est vraiment, c'est un bon film. Après, voilà, c'est bien mais pas top, parce qu'il y a des choses il y a des séquences qui sont un peu longues, qui ont rien à faire et qui plombent le récit, notamment la séquence avec le beau-père. Mais sinon, le film, le propos du film est très intéressant.
sur justement la mort, le deuil, donc la mort de son meilleur ami, le deuil, comment enfin le fait qu'il rencontre cette fille, etc. Alors ça peut être aussi, au départ, la bande-annonce nous vendait ça vraiment comme un truc un peu sirupeux, un peu lourdingue, romantique mon cul. Et finalement, c'est une bonne surprise parce que il est là où on l'attend pas. Et voilà, malheureusement, il est pas comme ça un premier film, il n'est pas exempt de toute critique. Mais ça, je les ai dit précédemment. Mais sinon, c'est une bonne surprise et franchement, je m'y attendais pas. Donc voilà, bon point pour celui-là. Apparemment, il va en produire un prochain là, Mourad Winter. J'espère que ça sera mieux et que ça va pas tourner en rond. Mais voilà, pour le moment, voilà, bonne surprise. Et j'espère que il fera mieux avec le prochain qui devrait sortir, je crois, cette année, un truc comme ça. Alors concernant mes coups de cœur, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est vrai que au-delà de mon top, en fait, je suivais juste derrière certains films pas intéressants vraiment. Une bataille après l'autre, mais ça, bon, beaucoup de gens en ont parlé. Sinon, il y a la disparition de Joseph Mengele qui est assez intéressante dans la narration puisque ça suit différentes époques, ça passe d'une époque à l'autre et c'est une adaptation de roman. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont lu le roman aussi de voir le comparatif sur comment a été la narration sûrement. L'agent secret, mais ça, bon, ça a beaucoup sorti. En plus, l'acteur a reçu un Golden Globes la semaine dernière, je crois. Et sinon, il y avait Better Man. Mine de rien. Et ouais, le film avec Robbie Williams, en tout cas, avec Robbie Williams, sans Robbie Williams, justement. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on ne le voit pas. Parce qu'en vrai, le fait d'imager ça, son propre personnage, en fait, tu finis par oublier. Mais facilement en plus, hein. C'est-à-dire que sur le coup, tu peux te dire c'est complètement débile, mais en réalité, c'est une technique hyper intéressante. En plus, je trouve que c'est fini de manière assez fluide. Il y a juste la fin qui... Bon, d'accord, ok, c'est un peu lourdingue. Mais il y a toute une bonne première partie qui est assez fascinante, qui est assez intéressante. Voilà, c'est juste que sur la fin, ça perd un peu en intérêt, voilà. Donc, conclusion, en fait, comment chacun on a vécu cette année. Donc, notre cher Nio. Alors, moi, curieusement, ça fait très bizarre parce que j'ai trouvé que l'année 2024, il y avait de très grands films. Et là, 2025, pour moi, il y a eu de bonnes choses, tout ça, mais ça n'a pas démarré en fanfare. Il y a eu des bonnes surprises de ça et là. Par exemple, je pense à Sister Midnight, par exemple, qui est passé complètement à la... totalement voilà. Life Watcher que j'ai trouvé sympathique, j'ai vu pour beaucoup de gens qui s'extasiaient devant le film comme si j'avais jamais vu de film feel good, etc. Je suis d'accord, Life Watcher pour moi ça aussi ça a été une déception. Alors, non, c'est pas une déception pour moi, c'est une bonne surprise, mais de là à le mettre sur un podium comme beaucoup de gens ont fait, il y a un truc qui est très bien, c'est pour moi, je fais pas du spoil, il y a une partie de batterie et d'alliance entre la danse et la batterie. Mais quand tu fais comme moi plein de concerts, etc., et que t'as été élevé au hard rock et au rock des années 70, avec les concerts de Led Zeppelin, d'autres trucs, c'est pas nouveau, quoi. J'ai l'impression que c'est la jeune génération qui n'a jamais découvert ça. La scène, ça va 5 minutes, quoi. C'est sympa, mais bon, allez, faut aller. Voilà. Il y a Arco qui était super cool. Non, il y a eu même Cloud de Kiyoshi Kurosawa. Ils ont pas sorti pas mal de Kiyoshi Kurosawa. Il y a eu du haut, du moins bon. Destination Finale Bloodline qui a été une sympathique surprise. Sans non plus le mettre dans le top des tomes 3 ou 4 premiers films qu'on a adorés. Mais c'est quand même un volet très sympathique. Les Looney Tunes, Daffy et Porky qui sauvent le monde. Ou même Un Parfait Inconnu, le biopic sur Bob Dylan. J'ai détesté. Il a détesté. Il en parlera peut-être un jour. Quel connard ce mec. Ah bah bien sûr. Ah ouais, putain. Et moi j'étais au courant déjà que c'était un connard, donc bon. Et non, franchement, 2025, je trouve que ça a été une année intéressante, une bonne année. Mais honnêtement, pour que je mette Les Linceuls de Cronenberg, qui n'est pas en plus un très grand film non plus dans mon top final. Et toi, je sais que t'as pas aimé du tout Thunderbolt. Thunderbolt, je l'ai vu 2 fois, Thunderbolt, j'aurais pu le mettre dans mon top, parce que moi, il m'a fait parler de trucs sur la dépression, il m'a ravivé des trucs personnels, donc... Moi, j'ai bien aimé, alors pas... Et la BO, je sais pas si vous avez fait gaffe à la BO. Un peu. Il y a des morceaux vraiment sympathiques, pas quoi.
Ouais, mais j'ai apprécié Thunderbolt aussi. Donc c'est marrant parce qu'on a vraiment 3 tonalités d'appréciation. Carrément, mais. Mais voilà, mais lui, il le met en flop. Moi, je le mets pas non plus en top. J'ai bien aimé, mais je le mets pas dans mes 5 films que je trouve. Bah, c'est une Marvel. C'est comme Non, si tu me il y a des dis. trucs. On va pas revenir sur ce que c'était par exemple Superman ou tout comme ça. Ah oh, Mais- non, mais là, tu vises trop, là. Voilà, mais là, si on revient, parce que c'est un décès comique déjà, mais c'est surtout quand tu vois on nous a promis Monts et Merveilles et que en fait, Thunderbolt, pour moi, c'est à peine passable. Et pareil, pareil apparemment pour 4 Fantastiques qui marche toujours pas bien au cinéma. Donc voilà quoi. Alors, c'est marrant parce que le 4 Fantastique, justement, je l'ai regardé pas plus tard que hier et avant-hier. Merci, Katou. Et bon, écoute, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Le design années 60, tout ça. Non, il y a des bonnes idées dans le film. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était une bonne idée le côté rétro. Je trouve que Le côté ça rétro est change une un très peu, bonne en idée. fait. Et ça change un peu. Et même le personnage du surfeur d'argent qui est joué par Julia Garner, moi j'ai adoré. Déjà de base, surfeur d'argent, j'aime beaucoup le personnage. Et puis là, voilà, quand il s'énerve, les rares fois il s'énerve parce qu'il est pacifique, tu sens qu'il peut foutre des rousses à n'importe qui, il est quasiment invincible. Ouais. Et là, ils exploitent bien le personnage avec Julia Garner. Je me suis dit, yes, go meuf, go, go, go. Et en fait, déjà, quand tu connais les comics, c'est que Galactus est limite invincible. Tu peux pas avoir un Galactus. Ouais. Et voilà, ça reste une bonne surprise. Mais j'ai pensé, à fin de compte, je me suis dit, mais quand tu connais les 4 Fantastiques, quand tu connais les comics, quand tu connais le truc, tu te dis, il aurait pu encore faire mieux. Je sais pas, moi je lisais Nova, t'avais les X-Men, tu pouvais avoir en revue chez le marchand de journaux. Mes grands-parents m'avaient acheté Nova où t'avais les 4 Fantastiques, t'avais même les récits complets Marvel avec Cable qui est le fils de Cyclope et de Phoenix. Et je lisais les 4 Fantastiques, et à un moment même, Reed Richards se fait harponner, se fait transpercer, il y a une créature extraterrestre qui veut le tuer, qui veut tuer les 4 Fantastiques parce qu'il risque dans le futur de changer un truc. Il y a des trucs comme ça, des dilemmes psychologiques qu'on voit dans le film. Un personnage de Reed, mais la torche est encore traitée comme le mec qui s'enflamme de service, c'est un amalgame facile. C'est la torche, il s'enflamme. Ouais, bah tu peux dire qu'il est bélier aussi, et brosse-toi le cul, quoi. Et le personnage de la chose, il y a des trucs qui sont intéressants avec la chose. Mais ils auraient pu développer encore plus la chose comme dans les comics. Parce que le mec, il est ostracisé de par sa nature comme vraiment rocheux, etc. Il y a d'autres trucs qui sont à peine survolés. Par contre, j'ai beaucoup aimé le fait avec la naissance de l'enfant, les pouvoirs de Sue, etc., l'invisibilité même, le fait qu'elle puisse voir la naissance de l'enfant avec le côté invisible. Il y a beaucoup de bonnes idées, et le film aurait pu faire mieux. Ça reste un bon film, mais voilà. Voilà. Donc, 2025, une année intéressante, mais qui aurait pu faire mieux. C'est mon point de vue sur le truc. C'est bien, mais pas ça. Ouais, bah pour moi l'année 2025, en tout cas pour la première partie, les 6 premiers mois, il y avait quand même des bons trucs. Alors moi j'avais débuté par Conclave, qui est très intéressant, mais après c'est vrai que les coups de cœur que j'ai cités sont vraiment des trucs qui m'ont touché. Brûle le sang ou on Après, ira. Conclave, c'était une sortie 2024. Ouais, mais oui, on peut. Alors, techniquement, je suis d'accord. Moi, je l'ai vu le 3 janvier 2025, donc bon. Mais après, il y a quand même. Enfin, c'est vrai que durant tout le long de l'année, beaucoup de films qu'on nous a vendus comme étant là, les gros blockbusters et tout, sont quand même foireux, je trouve, pour la plupart. Voilà, et j'ai déjà donné mon avis sur Mission Impossible ou autre. Mais. Je les trouve foireux, et après, niveau français, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des trucs qui tenaient la route, quoi. Et franchement, voilà, on fait du France bashing toute l'année sur le cinéma en mode ouais, les trucs de bobo, tout ça. Mais cette année, on a prouvé qu'il y avait encore une fois qu'il y avait des trucs qui étaient solides. L'année dernière, déjà, avec, comment il s'appelle, l'année d'avant, pardon, 2024, avec le truc de Justine Triet, c'est... Merde, la Palme d'Or à Cannes. Là, Anatomie d'une chute. Voilà, Anatomie d'une chute et tous ces trucs-là. Donc là, cette année encore, on a prouvé qu'il y avait des bons trucs, qu'on pouvait faire des bons trucs. Donc n'en déplaise à Destination Ciné, que j'emmerde au passage. Et après, voilà, il y a des trucs, il y a des films qui valaient le coup, français, qui valaient le coup, et pour le coup, je me suis bien marré. Niveau film étranger, j'ai pas trouvé ça top du top. Après, c'est vrai que par exemple Phoenician Scheme ou des trucs comme ça de Paul Anderson, c'est sympa, mais Anderson, au bout d'un moment, t'as fait le tour, donc c'est un peu dommage.
C'est un peu dommage. On parlait des 4 Fantastiques, pareil, c'est un peu, j'ai l'impression un peu du downfall Marvel ces dernières années. Et là, Alors, c'est pas Paul Anderson, hein. c'est quoi, c'est Paul Thomas Anderson? C'est pas le même, hein. Mais ouais, mais comment il Ouais. s'appelle? Wes Anderson, putain, Wes Anderson. Voilà, tu couperas au montage. Wes Anderson. Non, je comprends rien. Voilà. Rien. Non, mais Wes Anderson, désolé, ça va. Ils s'appellent tous Anderson, ils cassent les couilles. Voilà, appelez-vous, je sais pas, C'est Bernard. comme les Skarsgård, c'est la grande famille du C'est cinéma, ça. là. C'est ça, appelez-vous Pascal Bernard, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, ouais, on a vite fait le tour, malheureusement, avec Wes Anderson. Moi, j'aimerais bien que Wes Anderson, il arrête. Mais c'est pas le seul qui fait ça. C'est-à-dire le coup des films à casting à rallonge, en fait. Ouais. Et finalement, c'est plus la masse d'acteurs qui te fait venir au film ou qui est censé te faire venir voir le film, plutôt que concrètement, finalement, ça parle de quoi. Donc, C'est ça. c'est pour ça, à un moment, ça devient un peu reboutable. Pourtant, Wes Anderson, normalement, je suis cliente, mais... C'est intéressant, Et au tu sais, final, tu vois juste Willem Dafoe, 2 secondes. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, la minutie dans la réalisation, etc. J'aime bien les plans bien calés, bien léchés, etc. C'est bien, c'est beau, j'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, t'en as vu un, et j'ai l'impression, c'est mon impression, mais j'ai l'impression que je les ai tous vus. Et du coup, ça casse les couilles parce qu'il n'y a pas de vrai renouvellement. Tu vois. Et pareil, par exemple, Sorrentino. Cette année, pareil, il a sorti un film. Et moi, je m'attendais à un truc. Parce que moi, le dernier que j'avais vu, c'était Youth. Ou La Grande Bellezza. Moi, je m'attendais à des trucs vraiment carrés. Et en fait, je me suis fait chier. Et pire que ça, j'ai détesté le personnage principal. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais voilà, on ne réussit pas à tous les coups. Mais j'ai vraiment... Ouais, Parthénopée. Et quand je l'ai vu, j'ai détesté le personnage principal. Donc c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Il y avait des films comme ça. Jeune Berger aussi, je crois que ça s'appelait, le truc avec le Québécois. Ça aussi, pareil, je l'ai vu. J'ai trouvé ça sympa. C'est bien, mais pas top. Et du coup, dans l'ensemble, il y a beaucoup de films français qui tiennent à peu près le coup. Mais il y a beaucoup de films étrangers, enfin surtout ricains, parce que moi j'ai beaucoup vu de films ricains, qui sont bien mais pas top, quoi. Et qui tiennent pas la route, ou alors on se fait chier au bout d'une heure parce que le film veut pas démarrer, quoi. Mission impossible. Et donc voilà, malheureusement c'est un peu long, je suis désolé, mais malheureusement c'est vraiment ça ce que me fait rendre l'année 2025. J'espère que ce sera différent pour Katou. Bah, moi, en fait, sur mon année 2025, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de sorties. On s'est efforcé de nous proposer plein de choses, mais qu'en même temps, c'était pas des trucs très trépidants, en fait. Et en fait, à chaque fois que moi je voyais une bande-annonce, j'avais l'impression d'avoir vu des trucs vus ailleurs. Et finalement, il n'y a pas... Je sais pas, il y avait rien qui me donnait réellement envie. Il y a des trucs sur lesquels je me suis forcée. Et en me disant, c'est qu'une bande-annonce après tout. Et c'est vrai que des fois, les bandes-annonces, ça reflète rien. Mais, Ouais. alors, ça m'a fait ça surtout au fil de l'année. Au début d'année, mais c'est pareil, on en discutait entre nous en off. En fait, c'est vrai qu'au début d'année, il y a des trucs très intéressants qui se profilent. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'année, il y a des choses, ça retombe un peu, c'est inintéressant, enfin voilà quoi. Donc finalement, j'avais pas une grosse motivation sur cette année-là, et j'ai une certaine lassitude. Et moi, j'étais plus intéressée par voir des vieux films plutôt que des sorties récentes en réalité. Et voilà, en fait, je trouve ça super dommage. Je sais pas si c'est juste moi, si c'est le climat actuel. Mais voilà, j'espère que 2026 sera plus intéressant. Voilà. C'est terminé, notre petit bilan de l'année. On espère qu'on aura plein de choses à vous dire en fait durant l'année qui va venir, parce que c'est vrai qu'on est tous préoccupés par nos emplois du temps respectifs, et du coup on n'avait plus vraiment le temps de parler d'autres choses, de faire d'autres numéros, que ce soit sur notre chaîne ou ailleurs. Après, il y a aussi il y a le TikTok sur lequel on met des petites choses de temps en temps. Mais voilà, après, c'est surtout une question d'emploi du temps de chacun, quoi. Donc, on va vous dire au revoir.
À très Au bientôt. revoir les amis.